Chers élèves, filles et garçons, c'est avec un immense plaisir que je vous revois dans cette vidéo. Alors, toujours dans le cadre des cours à distance, consacrés à la première année du baccalauréat, langue française. Donc, je vous propose aujourd'hui une activité intitulée « Méthode de l'examen régional du français ». Alors, comme vous le savez très bien, l'épreuve normalisée de la langue française de la première année bac est divisée en deux parties. Une partie consacrée à l'étude de texte, 10 points sur 10 points, et une partie, la deuxième composante, c'est la production écrite sur 10 points. Donc, concernant cette capsule, elle vise la maîtrise et la compréhension de l'étude de texte. Donc, autrement dit, elle va vous permettre de préparer dans les meilleures des conditions votre épreuve, comment répondre aux questions, comment les aborder, quelles sont les étapes à suivre et enfin, quelles sont les erreurs à éviter. On commence. Donc, pour mener à bien cette opération, j'ai réparti mon travail en deux parties. Premièrement, je vais essayer d'expliquer la partie théorique, c'est-à-dire en quelque sorte le cadre référentiel auquel obéit un examen régional. Et puis, on va essayer de voir ensemble un exemple d'examen régional qu'on va corriger ensemble. On y va. Alors, concernant la partie théorique, c'est-à-dire le cadre référentiel de l'épreuve normalisée, nous avons trois étapes. Premièrement, la contextualisation. Deuxième étape, l'analyse. Troisième étape, la réaction. Ces trois étapes correspondent à trois capacités. La première vise l'évaluation de la lecture de l'œuvre. Donc, on va chercher certaines informations qui concernent l'auteur, sa date de naissance, lieu de naissance, le titre de l'œuvre, le genre de l'œuvre, le cadre socio-culturel de l'œuvre. Quant à la deuxième question, donc, il s'agit de voir si l'élève est capable de faire un lien, d'établir un lien entre le texte présenté, le support, et l'œuvre en général. Autrement dit, est-ce que le texte est situé au début de l'œuvre, au milieu ou bien à la fin? Cette question peut être proposée de diverses manières. Par exemple, on peut la poser directement, situer le passage par rapport à l'œuvre ou bien par rapport à l'événement qui précède, ou bien tout simplement, on vous aide à travers des questions qui orientent la situation du passage. Deuxième capacité, l'analyse, elle vise la compréhension du texte. Donc, elle a un rapport direct avec le texte. Donc, la partie analyse, normalement, généralement, se répartit en deux parties. La première partie, c'est la compréhension du texte. On pose certaines questions à l'élève pour qu'il puisse dégager, décoder les informations, le message véhiculé dans le texte. Deuxième étape, c'est-à-dire la question numéro 6, 7 et 8, elle se focalise surtout sur le fait de langue, toujours en rapport avec la compréhension du texte. Autrement dit, ce sont des questions de type figure de style, champ lexical, discours direct, transformation, et parfois aussi les registres littéraires, ou ce qu'on appelle aussi tonalité. Donc, la langue au service de la compréhension. Enfin, la troisième composante, c'est réagir. Donc, elle n'a pas de relation avec le texte, directe avec le texte, mais elle vise plutôt la capacité de l'élève à communiquer, à donner son point de vue, à apprécier des sujets, des personnes, des personnages, des situations, à donner son point de vue, bien sûr en l'argumentant, en employant un petit argument ou bien un exemple pertinent et précis. Donc, on peut poser autrement une autre question, par exemple une interprétation, ou éventuellement proposer un titre à ce passage. Donc, après avoir terminé, présenté la partie théorique, alors je me permets de vous proposer
un examen régional, un exemple d'examen régional, parce que c'est la méthode la plus efficace, la plus efficiente pour se préparer dans les meilleures des conditions pour passer l'épreuve normalisée en langue française. On y va. Donc, je vous propose ce texte. Mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. Il partit avec pour tout bagage une sacoche de berger en palmier nain dont il avait fait l'acquisition la veille, une faucille neuve et un sac en toile avec une fermeture à coulisses. Ma mère l'avait confectionné dans un morceau de hake de coton et l'avait bourré de provisions. Olives, figues sèches, farine grillée et sucrée, 2 pains parfumés à l'anis et 10 karchala, qoreshlet. Nous appelons ainsi des petits pains ronds sucrés, parfumés à l'anis et à la fleur d'oranger et décorés de grains de sésame. J'étais réveillé quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta, après son départ, prostré sur son lit, le visage caché dans ses 2 mains. J'eus la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions orphelins, que nous étions devenus orphelins. Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire, plus humiliante que le pire mépris. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatifs pour le recevoir. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère. Ce matin, dans la lumière du jour à peine naissant, elle se rendait compte, dans le tréfonds de son cœur, que ces préparatifs seraient vains. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave odeur du travail, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. Donc, une simple technique pour déjà dans la lecture, il faut lire le texte attentivement et en même temps, il faut se mettre à l'esprit que tout le monde sait que nous avons 3 œuvres. La boîte à merveilles de Ahmed Sfarewi, Le dernier jour d'un condamné de l'écrivain français Victor Hugo et enfin la pièce théâtrale Tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Si on trouve des mots qui ont une relation avec la culture marocaine, c'est-à-dire fqih, msied, des mots qui appartiennent au dialecte marocain, à la culture marocaine, bien sûr, je décode le texte, il s'agit bien de la boîte à merveilles de Ahmed Sfarewi. S'il y a un lexique qui renvoie en quelque sorte au champ lexical de la prison, de la souffrance, de la condamnation à mort, bien sûr, il s'agit du dernier jour d'un condamné. Et enfin, c'est le plus simple, si on a devant nous un texte au niveau typographique, nous avons des dialogues, il s'agit d'une tragédie moderne. Donc c'est très facile à déceler. Donc ici, comme bien on vient de le constater, il s'agit de la boîte à merveilles. Donc maintenant, on passe aux questions. Donc comme on l'a déjà mentionné, les 2 premières questions concernent la contextualisation. Donc je vous propose de lire ensemble les 2 questions. Donc, première question, il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les, puis recopiez le texte. Normalement, la plupart des épreuves régionales proposent des tableaux. Ici, nous avons un autre modèle, mais c'est la même chose. La boîte à merveilles est un roman fantastique publié en 1945 par l'écrivain marocain Mohamed Sfarewi. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant de 7 ans vivant à Fès. Vous avez bien remarqué que les éléments, les informations qui sont fausses sont mises en gras. Donc on va essayer de réécrire le texte tout en corrigeant ces informations. Bien sûr, si on compte le barème, nous avons 0,25 pour chacune des expressions corrigées. Deuxième question qui concerne le rapport entre le support, l'extrait et l'œuvre en entier. Donc, parmi les événements suivants, un a eu lieu avant cet extrait. Lequel? Donc, est-ce que la mère A et son fils rendent visite à l'Aïcha pour aller consulter Sid al-Rafi? B.
le père s'est disputé avec un courtier au souk des bijoux. C, le père a perdu son capital dans la cohue des enchères au Haik. Donc recopiez la bonne réponse. Voici la réponse. Donc la réponse à la question numéro 1. Donc je recopie le texte. La boîte à merveilles est un roman autobiographique au lieu de roman à thèse, publié en 1954, pas en 1945. Donc bien sûr, il faut faire attention à cette date parce que la boîte à merveilles et Antigone ont deux dates. Nous avons la date de l'écriture et de l'autre côté, nous avons la date de parution ou de publication. Donc la date d'écriture de la boîte à merveilles, c'est 1952 et la date de publication, c'est 1954. Par l'écrivain marocain, c'est pas Mohamed Sfraoui, mais plutôt Ahmed Sfraoui. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant de 6 ans et non pas de 7 ans. Le personnage qui a 7 ans dans l'œuvre, c'est plutôt la fille de Rahma Zineb. Donc 6 ans vivant à Fès. Donc le barème, c'est 0,25 fois 4. Deuxième question. Donc l'affirmation la plus correcte, puisqu'il s'agit du départ du père. Donc la scène, ou bien l'événement précédent, c'est le père a perdu son capital dans la cohue des enchères au Haik. Donc je crois que c'est clair pour la contextualisation. Passons maintenant à l'étape de l'analyse. Alors, l'étape de l'analyse, c'est un peu une étape plus complexe. On doit relire le texte et on doit surtout lire attentivement les questions. Parfois, nous avons des petites consignes en bas quand souvent, par manque de concentration, l'élève passe et du coup, nous avons des points qui partent dans l'air. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention à la question et essayer de répondre à la consigne et puis ne laissez rien au hasard. Tout est important. Alors, commençons par les 3 questions qui concernent la compréhension. Donc, 3, 4 et 5. 3. Mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Le narrateur personnage a assisté au départ de son père. B. La mère n'est pas inquiète après le départ de son père. Présentez votre réponse sous cette forme A et B. Donc, la remarque que je viens de dénoncer tout à l'heure, c'est parfois on trouve au-dessous de la question. Justifiez votre réponse par des énoncés tirés du texte. Et par expérience, on trouve que l'élève a oublié de justifier ses réponses et du coup, c'est 0,25 qui part dans l'air. Alors, une autre information très importante aussi, concernant les affirmations auxquelles on doit répondre par vrai ou faux, ce n'est pas toujours on va pas toujours trouver les mêmes mots qui figurent dans les affirmations vont être présents dans le texte. Non, parfois, on a recours à des synonymes et on essaie d'évaluer la capacité de l'élève à comprendre le message. Donc, c'est le cas, par exemple, de la question de l'affirmation numéro 1. Le narrateur personnage a assisté au départ de son père. On ne va pas trouver à assister au départ de son père. On va trouver « J'étais réveillé quand mon père partit ». Alors, passons à la question numéro 4. Relisez le deuxième paragraphe, puis recopiez et complétez le tableau ci-après. Donc, on doit recopier le tableau. Et avant cela, on doit lire le deuxième paragraphe. Donc, nous avons 3 colonnes qui sont vides. On doit les remplir. Il s'agit de relever le sentiment qui correspond à l'expression « le visage caché dans ses 2 mains ». Donc, essayez de deviner quelqu'un qui a les mains sur le visage. Et puis la solitude. Quelle est l'expression dans le deuxième paragraphe qui exprime la solitude? Et puis nous avons origine des sentiments. S'il vous plaît, faites bien attention à l'orthographe des questions. Regardez avec moi. Ici, nous avons 2 colonnes. Une seule colonne. Et origine. Origine au singulier, pas au pluriel. Il ne s'agit pas de dire que pour chacun des sentiments, nous avons une origine, mais une origine pour les 2. Alors, pour la question numéro 5, il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire plus humiliante que le pire mépris. Donc, nous avons une phrase, un énoncé. On doit voir, on doit découvrir, déceler à qui renvoient les pronoms suivants. Donc, les déterminants suivants, il et notre. Donc, bien sûr,
en ce qui concerne ces types de questions, il s'agit de dégager la situation d'énonciation. Qui dit situation d'énonciation dit qui parle, à qui, où, quand et pourquoi. Donc, tout simplement, la manière la plus simple pour répondre à cette question est de regarder le contexte de la phrase, c'est-à-dire ce qui est avant et ou bien ce qui est après. Et on va voir à qui renvoient ces expressions. Très bien, passons maintenant à la correction. Donc, pour la première, pour l'affirmation A, l'enfant a assisté au départ de son père. Non, c'est faux, parce que on revient au texte. Voilà, nous avons l'expression « j'étais réveillé quand mon père partit », c'est-à-dire que le père est parti avant que son enfant assiste à son départ. Pour la deuxième, c'est faux. Plutôt, la mère s'inquiétait au départ de son mari. C'est-à-dire que, chers élèves, vous ne devez pas vous mettre dans la tête qu'on fait des jeux de hasard. Si la première affirmation est vraie, la deuxième sera faux. Ou bien si nous avons faux dans la première, non. On ne procède pas de cette manière-là. Alors, question numéro 4. Donc, le visage caché dans ses deux mains. La réponse à cette question, c'est la tristesse. L'expression qui correspond à la solitude, j'ai eu la sensation que nous étions abandonnés ou bien que nous étions devenus orphelins. Donc, l'origine de ce sentiment, c'est le thème même de cet extrait, c'est le départ du père ou bien l'absence du père. Pour la dernière question, il renvoie au voisin, ou bien on peut extraire du texte, recopier du texte cette expression, tout le monde dans le quartier. Pour notre, c'est la famille de Sidi Mohamed, ou bien Sidi Mohamed et sa mère, puisque son père est parti. Passons maintenant aux 3 autres questions qui concernent les faits de langue. Nous avons 6. Relevez dans cet extrait 4 mots, expressions se rapportant au champ lexical de la nourriture. Donc je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire un champ lexical? C'est l'ensemble des expressions, bien des mots, qui se rapportent à un même domaine, à un même sens. Donc il ne s'agit pas de synonymie totale, mais d'expressions qui ont une relation sémantique. Par exemple, le feu, l'eau, l'air, la nature, etc. Donc, je rappelle, certains élèves commettent certaines erreurs concernant la question du champ lexical. On vous demande des mots ou bien des expressions et non pas des phrases. Et puis, faites bien attention au nombre. Nous avons 4 expressions et non ni plus ni moins. Si c'est plus, on peut l'accepter. Mais si c'est moins, ce sont des notes encore qui partent dans l'air. Alors, question numéro 7. Recopier puis compléter le tableau suivant. Énoncé, pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une figure de style? Je sais que vous êtes initié à ce type de questions. Vous avez étudié chez vous, en classe avec vos professeurs, les cours de figure de style. Les figures de style, ce sont des expressions employées dans un sens figuré, donc qui sortent de l'ordinaire. Donc, nous avons cette expression et nous avons des mots mis en gras. La force, l'aventure, la sécurité, la paix. Donc déjà, lorsque j'ai une série de mots qui sont séparés par des virgules, j'hésite entre 2 figures de style. Soit c'est l'énumération, soit c'est la gradation. Je commence par la gradation. Est-ce qu'il y a un certain rapport d'intensité entre les mots? La force, l'aventure, la sécurité, la paix? Non. Donc, il s'agit d'une énumération. Donc, il s'agit d'énumérer. C'est une succession de mots pour décrire un phénomène ou bien les qualités ici d'un certain personnage. Donc, quand elle les fait rechercher, c'est le sens véhiculé dans la phrase. Il s'agit non pas de justifier pourquoi il s'agit de cette figure de style, en l'occurrence l'énumération, mais de montrer quel est le sens véhiculé dans cet énoncé. Donc, maintenant, on passe à la question numéro 8. Le registre littéraire qui domine dans ce passage serait plutôt. Donc, qu'est-ce qu'un registre littéraire? C'est l'ensemble des procédés utilisés dans un texte
pour donner un effet. Donc les registres proposés, nous avons fantastique, pathétique, épique et ironique. Donc qu'est-ce que ça veut dire la tonalité ou bien le registre littéraire fantastique? Le registre littéraire fantastique, tout simplement, c'est lorsqu'on a l'intrusion d'un élément surnaturel dans un cadre réel. Pour ce qui est du pathétique, c'est lorsqu'on a un personnage dans une situation difficile, un personnage qui souffre, qui éprouve la tristesse et qui suscite notre pitié. J'insiste sur le mot pitié. Épique, ça vient du mot épopée, c'est la glorification d'un personnage au mérite légendaire qui agit d'une manière héroïque. Enfin, ironique. Donc le registre ironique consiste à dire le contraire de ce qu'on pense pour se moquer, pour persifler, donc pour ridiculiser. Recopier la bonne réponse. Maintenant, on passe aux réponses. Sixième, expression appartenant. Sixième question, expression appartenant au champ lexical de la nourriture. Nous avons olive, figue sèche, farine grillée, sucrée, de pain parfumé à l'anis, dikachala. Donc 0,25 pour chacune des expressions. Pardon. Donc pour la figure de style, numération. L'effet recherché, c'est mettre en valeur l'importance du père dans la famille. Huitième, le registre littéraire qui domine dans ce passage serait plutôt pathétique. Pourquoi pathétique? Parce que si vous avez bien remarqué, quels sont les sentiments éprouvés par la mère et l'enfant? Donc nous avons la tristesse et la solitude. Donc ils sont dans une situation difficile, ils sont présentés comme des victimes et du coup on veut la compassion du lecteur. Donc à bien retenir. Parfois, on trouve, comme c'est le cas, des indices ou bien des éléments de réponse qui vont nous aider à répondre à d'autres questions, comme c'est le cas de la question numéro 8. Passons maintenant aux questions de réaction. Nous avons deux questions. Premièrement, selon vous, le personnage qui souffre le plus dans cet extrait serait la mère ou l'enfant? Justifiez votre réponse dans une ou deux phrases. Donc, la réponse, comment doit-on répondre à ces questions? Je réponds soit par la mère ou bien par l'enfant, ou bien une réponse nuancée, c'est-à-dire les deux, d'un côté et de l'autre, ou bien ni l'un ni l'autre. Et puis, on donne un argument bien structuré et cohérent. Donc, il ne s'agit pas de trop parler pour ne rien dire, mais tout simplement donner votre point de vue, en commençant par une expression avec laquelle on exprime notre opinion, suivi d'un connecteur logique de cause, puis un argument, une idée ou bien un exemple. La même chose pour la question numéro 10. Le père n'a pas besoin qu'il soit riche, il a un prestige moral. Partagez-vous cette opinion, justifiez votre réponse dans une ou deux phrases. J'insiste sur la consigne, une ou deux phrases. On vous demande une ou deux phrases. C'est bien de bien répondre, c'est bien d'avoir un souffle, c'est bien d'avoir beaucoup d'arguments. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande ici. Vaut mieux répondre d'une manière correcte et concise sans commettre de faute que répondre exhaustivement mais en commettant beaucoup de fautes. Alors, on passe à la correction. Je vous propose un exemple de réponse. Pour la question numéro 9, je pense que c'est la mère qui souffre le plus, sur 0,25. D'une part, l'absence du père laissera un grand vide dans sa vie. D'autre part, Zoubida devra assumer la responsabilité de son ménage seul. Pour la question numéro 10, j'approuve cette opinion, c'est-à-dire je suis d'accord, sur 0,25. Vu que le père, j'ai utilisé un connecteur logique de cause, le père possède un pouvoir symbolique. Il suffit qu'il soit aimant, responsable et dévoué. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. À bientôt.